Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel uniquement consacré à Python. Alors, dans ce tutoriel-là, on va vous montrer les différentes étapes à suivre pour avoir des connaissances, des bonnes connaissances dans la programmation de Python. Commençons par la petite histoire. D'où vient Python? Alors, Python est un successeur du langage ACP, qui est un ancien langage, un langage d'apprentissage peu apprécié dans le milieu académique. Et pour cela, il fait appeler directement à des utilisateurs Unix habitués au langage C. Il voulut que Python soit facilement utilisable dans d'autres programmes en environnement, contrairement à PC. Il y a eu globalement des bons retours. Et le nom Python donné au langage provient d'une série anglaise appelée Mochi Python Flying Circs. Passons maintenant aux caractéristiques de ce langage-là. Pourquoi le choisir alors qu'il existe déjà le C et différents autres langages qui sont un peu similaires? Tout d'abord, parce que c'est un langage script, tout comme Perl, TCL, Rex. Python fait partie des langages script interprétés contrairement à Java, au C, C++, qui sont des langages compilés, ce qui lui permet d'être plus rapide au développement, de comporter moins de lignes, je pense 50% de moins d'après les statistiques. Par contre, il est un peu lent à l'exécution. Il est aussi portable. Python est portable entre les différentes variantes de Unix ainsi que sur les OS propriétaires comme macOS, MS-DOS et les différentes versions de Windows. Et la plus importante qualité de ce langage-là, c'est qu'il est gratuit. Python est placé sous General Public License. Il est facilement téléchargeable sur ce site qui va s'afficher dans vos écrans. Par la suite, dans cette vidéo, on va vous montrer comment le télécharger, ainsi comment le faire marcher dans différents éditeurs de texte comme Sublime par exemple, qui offrent plusieurs possibilités lors du codage. On peut constater aussi qu'il est extensible au-delà de la multitude de librairies et des modules déjà existantes. Il est possible d'en développer pour ses propres besoins. Il est aussi modulable. Python permet de séparer les programmes en modules qui peuvent réutiliser dans les autres programmes Python. Il est orienté objet comme par exemple Java ou C++. Il supporte l'héritage multiple et surcharge des opérations. Une syntaxe aisée. Les syntaxes de Python sont très connues par la simplicité. Il combine de nombreux types de données évoluées comme les listes, les dictionnaires, les tuples, ce qui conduit à des programmes à la fois très compacts et très lisibles. De plus, Python ne nécessite aucune déclaration de variables. Les variables sont créées lors de leur première assignation. Il y a aussi peu d'erreurs, tout comme Java ou Ada. Python possède un système d'exception qui facilite la gestion des erreurs. Un try-catch et le tour est joué. Il y a la gestion des ressources. Python gère ses ressources, que ce soit de la mémoire, des descripteurs, de fichiers, etc., sans intervention du programmeur pour un mécanisme de comptage de référence. Il utilise aussi le système de casse responsive. Tous ces qualités, c'est bien de savoir les qualités, mais le plus important, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut utiliser ce programme-là. Eh bien, ce langage-là est utilisable dans différents domaines. Et parmi les domaines d'application, on peut trouver les scripts d'administration système, comme par exemple les programmes d'administration système spécifiques à la distribution Red Hat Linux. On peut aussi le trouver dans tous les développements liés à Internet et en particulier au web, dans les moteurs de recherche, les navigateurs. C'est d'ailleurs les moteurs de recherche Yahoo et Infosec sont développés par du Python que malheureusement ces navigateurs qu'on les voit plus maintenant. Il a aussi accès à la base de données contextuelle. Il y a une réalisation d'interface graphique utilisateur. Il y a aussi une utilisation pour la résolution de calculs scientifiques. Et pour la petite anecdote, tous
les fusils de NASA, ces programmes sont codés par du Python. Euh, Maintenant qu'on a vu tous les domaines d'application, les caractéristiques et la petite histoire, passons maintenant à la première étape du langage. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, pour travailler avec Python, il suffit de télécharger l'application depuis le site que j'ai donné tout à l'heure. Cette application qui va nous permettre à la fois de coder et de faire la compilation. Certes, c'est quelque chose de bien, on peut la télécharger facilement depuis le site en cliquant sur Download avec la dernière version. Soit il y a une deuxième méthode plus simple, plus sophistiquée et qui va nous permettre à la fois d'avoir une lisibilité, de la rapidité, etc., etc. Cette deuxième méthode, c'est travailler à la fois avec un éditeur de texte que je vous conseille qui est Sublime et les lignes de commande de Windows ou bien de Linux, etc. Alors, Sublime est téléchargeable très facilement. Il y a une version gratuite, comme il y a une version payante. On le télécharge et une fois téléchargé, il suffit juste de créer un fichier avec l'extension PY. Cette extension qui va permettre à notre éditeur de texte Sublime de différencier et de savoir qu'il s'agit bien de Python pour bien colorier les variables, bien nous donner les raccourcis, comme par exemple, je viens de créer cette page-là s'appelle gl.py PY plutôt. Par exemple, je donne une simple variable, je lui donne 10, vous voyez qu'il y a de la lisibilité. Le numéro qui est avec une couleur, une couleur, etc. Il y a aussi la fonctionnalité où, euh, par exemple, je vais faire une boucle fausse juste avec un tab, et bien le tour est fait, je peux continuer à faire entrer mes valeurs. Ça, c'est l'une des avantages de travailler avec un éditeur de texte. Et pour compiler, c'est très simple. Il suffit juste de, par exemple, j'écris comme j'avais écrit tout à l'heure, A égale 10, print, et je fais un A. Vous voyez aussi que, vous voyez aussi que les parenthèses s'ouvrent automatiquement. J'ai écrit qu'une seule parenthèse, ils ont mis deux parenthèses. Ça, c'est des choses qui, vous pouvez vous dire que c'est des choses banales, mais quand il y a des codes de 1000 lignes, 2000 lignes, c'est des choses qui vous font gagner des secondes qui sont très, très précieuses. Euh, Si je veux compiler ça, de, il suffit juste d'enregistrer d'entrer dans l'invite de commande de Windows, entrer dans desktop ou moi j'ai mis mon fichier dans le desktop, mais si vous avez mis votre fichier dans un autre fichier, eh bien il faut juste mettre la route. Moi je l'ai mis directement dans le desktop. Le desktop, et là je suis dans le desktop, il suffit juste d'écrire le nom du fichier. Hmm, .py. Et voilà. Euh, il vient de me dire que j'ai bien print 10. C'est ce qu'il y a ici. Je sais que pour plusieurs d'entre vous n'ont pas compris ce que je viens d'écrire. Ne vous inquiétez pas, chaque chose a son temps. C'était juste une parenthèse pour vous fournir quelque chose qui va vous faciliter la tâche dans le futur. Et sans trop tarder, passons maintenant à la première et plus importante notion dans notre cours qui est les variables. Bon, comme on a dit, parlons des variables. Mais avant de parler des variables, vous devez savoir quelque chose d'assez important, c'est les types de ces variables-là. Il faut savoir que dans Python, comme dans n'importe quel langage de programmation, il existe différents types de variables.
qu'on distingue. Les plus importants sont par exemple les strings. C'est quelque chose qu'on écrit par exemple GL, Ahmed, quelque chose comme ça, qu'on écrit avec des mots. Il y a aussi les chars, c'est un seul mot, c'est une seule lettre, pardon. Il y a aussi les int, les nombres. Il y a les floats, les nombres avec des virgules. Euh, il y a, il y a aussi les booléennes, vrai ou faux. Il y a plusieurs types. Je vous laisse voir ça. Mais ce qui nous intéresse, nous, on va travailler dans ce tutoriel-là juste avec des strings, avec des int. Donc, une fois qu'on a connu, on sait maintenant c'est quoi les types, attaquons-nous à c'est quoi une variable. Alors, une variable, c'est quelque chose dans laquelle on va stocker les informations pour les utiliser, les réutiliser, sans avoir à la écrire plusieurs fois. Comme par exemple, je vous donne un exemple, on écrit par exemple si on veut si je veux afficher mon nom, il me suffit d'écrire print et mon nom dedans. Genre Ahmed. Et comme ça, j'enregistre. Si je vais recopiler, eh bien, ça me donne Ahmed. Maintenant, si je veux le réécrire, eh bien, il me faut que j'écris encore une fois print et j'écris encore une fois Ahmed. Là, c'est pas un problème, mais le problème, c'est quand il y a quelque chose d'assez long, genre plusieurs caractères, etc. Ça devient un peu lassant d'écrire à chaque fois et ça en perd du temps. C'est pour ça qu'il y a la notion des variables où, par exemple, maintenant là, ça va écrire deux fois Ahmed. Mais si par exemple, si à la place de ça, j'écris seulement, je fais seulement ça, euh, je fais seulement ça. Je déclare ma variable. Alors, il faut savoir que dans Python, comme j'ai dit tout à l'heure, l'une des caractéristiques de ce langage-là, c'est que il n'est pas important de déclarer la variable. On écrit juste ce qu'on veut mettre dans notre variable et le tour est fait. Quand par exemple, j'écris maintenant non, je crée ma variable comme ça. Je lui attribue une valeur. Ma valeur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mon nom Ahmed. Et là, il me suffit simplement d'écrire print euh, et d'entrer ma variable qui est nom. Et si vous voyez maintenant, si je copie, eh bien, mon nom c'est bien affiché alors que il n'est pas dans le print. Ça, c'était ce qu'il y a de plus simple à savoir sur les variables. Passons maintenant à la concaténation qui est l'une des propriétés des variables. Si par exemple là, je veux écrire print et je veux écrire, certes, j'ai mon nom dans ma variable, mais je veux préciser que c'est mon nom. Eh bien, il suffit seulement de faire comme j'ai fait tout à l'heure, de faire les doubles crochets et d'écrire le texte, le string qu'on veut écrire. Comme par exemple mon nom est, j'ai fait les deux points. Je fais juste ici de faire un plus pour différencier le string de ma variable d'enregistrer. Ça dégage. Et si je copie, vous voyez bien que le string est concaté à ma variable. Alors maintenant, on va s'intéresser aux opérations sur les variables. Et pour cela, on va déclarer une variable qui s'appelle x et qui prend la valeur 20. Et une autre variable y qui prend par exemple la valeur 6. Et si je mets print x plus y, j'enregistre et je compile. Bien sûr, tout simplement, il m'a donné le résultat, 20 plus 6. Par contre, si
je change cette variable, par exemple, par la variable name, qui va prendre une chaîne de caractères, par exemple Python. Et si je mets ici name plus y, alors maintenant je fais une addition de deux types de variables, j'enregistre et je relance mon programme. Et bien sûr, il m'a donné une erreur parce que il est impossible d'ajouter une chaîne de caractères à un entier. Et pour cela, je vais devoir convertir le nombre 6 en chaîne de caractères. Alors je vais taper string str et je vais mettre la variable y entre parenthèses. Bien sûr, cette fonction str nous donne l'utilité de convertir un entier à une chaîne de caractères. On enregistre et je relance mon programme. Et bien sûr, il a fait Python 6. Alors, il a réussi à additionner les deux différents types de variables par les mettre une après l'autre. Et par contre, maintenant, si je fais ici 20 comme chaîne de caractères, j'enregistre, je relance encore mon programme. Alors, il m'a affiché 26. Alors, parce que, tout simplement, il a considéré la variable name et le nombre 20 comme chaîne de caractères. Et si maintenant, je veux un résultat, il y a une fonction qui s'appelle int. Cette fonction, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il convertit les chaînes de caractères aux entiers. J'enregistre mon programme. Je compile encore une fois. Alors, il a réussi d'afficher 26 et c'est l'addition de 20 plus 6 grâce à la fonction int. Alors maintenant, on va s'intéresser aux structures conditionnelles. Et bien sûr, les structures conditionnelles sont parmi les bases des langages de programmation. Alors, pour cela, on va tester un bloc de conditions. Premièrement, on va déclarer une variable a qui va prendre la valeur moins 6 et on va tester les conditions. On va premièrement faire la condition if a est égal à 0. Bien sûr, on met égal deux fois. Et ici, là, dans le langage Python, il est très important de mettre les deux points de suspension après la condition. Alors, if a égale à 0, print, bien sûr, a est nul. Sinon, si elif a est supérieur à 0, bien sûr, toujours les deux points, print, a est positif, et le reste, else, sinon, print, bien sûr, a est négatif. On enregistre et on lance nos programmes. Bien sûr, A est négatif. Il a entré dans la troisième condition parce qu'on a affecté moins 6 à la variable A. Bon, maintenant on passe à notre concept très intéressant. Ce sont les boucles. Ils constituent un moyen de répéter un certain nombre de fois des instructions de votre programme. Il y en a deux types principaux. Il y a le type while et for.
La différence entre ces deux types, c'est que for nous permet de répéter des certaines instructions un certain nombre de fois que l'on désigne. Au contraire, à while, qu'il y en a un paramètre qu'il doit être vérifié afin qu'on répète notre instruction. On commence avec la boucle for. On retrouve cette boucle dans la plupart des langages de programmation, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas toujours le même sens. C'est assez particulier et sa syntaxe est aussi simple. On écrit for, on la donne à une variable, on écrit in, et ici on écrit notre séquence, c'est-à-dire si on veut un nombre, on écrit range, la fonction range, entre parenthèses, et on dédie notre nombre. Alors par exemple ici on a mis 10, on va essayer d'afficher les nombres de 1 à 10. On revient à la ligne, on met print i, on exécute. Comme vous voyez ici, il nous a affiché le nombre de 0 jusqu'à 9. Le mot range, c'est-à-dire on va mettre, c'est une fourchette. Alors on peut mettre par exemple une intervalle, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 10. Alors pourquoi il ne nous écrit pas le nombre 10? C'est simple, car on a un ou exclusif du deuxième nombre. On peut par exemple mettre 11 et il va nous afficher 10. C'est-à-dire, on ne met pas le dernier nombre, on affiche le avant-dernier. Maintenant, on passe à une autre notion avec la boucle for. Alors, la boucle for, c'est une boucle avec séquence, c'est-à-dire qu'il va mettre n'importe quelle chaîne de caractères qu'on a mis après in, et il va le constater comme une liste qu'on va voir ensuite. Par exemple, on va mettre papa est égal à une chaîne de caractères bonjour. Et à la place de range, on va mettre papa. Ceci va nous afficher chaque nombre, chaque lettre à la fois, comme vous voyez ici. Bon, maintenant on passe à la boucle while. La boucle while, c'est une boucle qui nous permet de répéter un bloc d'instructions un certain nombre de fois, ou bien tant qu'une condition est vraie. Pour l'exemple, on va nous donner sa syntaxe écrit comme suite, while, et on écrit notre condition, par exemple i inférieur à 10. On initialise notre i car la boucle ne connaît pas encore la variable i, et par exemple on affiche i, et puis on incrémente i car si on ne l'incrémente pas, la boucle ne va jamais s'arrêter. On exécute, comme vous voyez ici, le même résultat de 0 jusqu'à 9. Si on change le i avec inférieur ou supérieur à 3, on va afficher 0, 1, 2. C'est aussi simple et il exécute le code jusqu'à ce que la condition n'est pas vérifiée. Alors maintenant, on va voir la notion des listes. Alors bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'une liste? Une liste est un type de variable qui englobe plusieurs éléments. Comment déclarer une liste? C'est très simple. Il suffit de choisir le nom de la variable liste, par exemple, liste qui est égal, on met deux crochets, par exemple, une liste qui contient plusieurs éléments, GL, un autre élément arrive, par exemple, et troisième élément, par exemple, GE2I. Et pour afficher cette liste,
il faut faire une boucle for. On écrit iTeam in le nom de la variable list et print pour afficher. Print iTeam. On enregistre. Alors ici, les 2 points, c'est très important. Bien sûr, il affiche les éléments de notre liste. Bien sûr, il existe plusieurs fonctions pour les listes, comme par exemple la fonction reverse qui permet d'inverser les éléments de liste. Alors comme ça, list.reverse reverse et on réaffiche bien sûr, voilà, il a fait l'inversion des éléments. Il a commencé par cet élément. Alors bien sûr, il existe plusieurs fonctions. Alors maintenant, pour récupérer par exemple un seul élément du liste, c'est très facile. Il suffit de faire print et le nom de la liste et l'indice entre crochets. Bien sûr, si on veut afficher cet élément, il prend toujours l'indice 0 et cet élément l'indice 1, l'indice 2. Par exemple, si on veut afficher le deuxième élément, c'est qui a l'indice 1. On enregistre. Et voilà, il a récupéré seulement le deuxième élément. Il y a aussi cette option, par exemple, si on veut afficher le premier caractère de deuxième élément, on ajoute d'autres crochets et on met 0. On va récupérer la première lettre, c'est A. On enregistre et on compile. Bien sûr, il a récupéré seulement la première lettre du deuxième élément. Alors maintenant, on va voir comment gérer ces listes par des opérations. Comme par exemple, premièrement, pour ajouter un élément à notre liste, il suffit de faire le nom de la liste point append et on marque ici l'élément qu'on veut ajouter. Par exemple, on va ajouter l'élément GC et print list. Et bien sûr, il a réussi d'ajouter cet élément. On peut aussi faire list.insearch. La différence entre list.insearch et append, c'est que insearch, on peut choisir la place de l'élément qu'on veut ajouter. Par exemple, on va taper le paramètre 1, virgule, par exemple l'élément qu'on veut ajouter, nouveau élément. Et bien sûr, ce nouveau élément va être ajouté à la place de l'élément qui a comme indice 1. On enregistre et on récompile. Et bien sûr, il a ajouté le nouveau élément à l'indice 1.
Bien sûr, on peut aussi supprimer un élément de notre liste par remove. Par exemple, on va supprimer l'élément GL. On enregistre et on compile. Bien sûr, il est supprimé. Et bien sûr, il existe aussi une autre fonction qui permet de trier ces éléments. Ce sont des entiers. C'est search. Alors, on met list.search. C'est une fonction avec aucun paramètre. Et on affiche notre liste. Et bien sûr, il a trié les éléments de notre liste. Et voilà, ça c'est à propos des opérations sur les listes. Maintenant, on va passer à une autre notion qui est très utile et on va l'utiliser pas mal de fois durant notre codage. Comme vous l'avez constaté, nous avons utilisé plusieurs fonctions durant notre cours, comme print ou input. Alors, ces fonctions ont été ils ont été déjà créés avec notre langage Python. Mais on peut créer notre propre fonction. Cela va nous permettre de réduire le temps de notre codage et de le faciliter. La façon de le créer est aussi simple. On écrit def, c'est-à-dire define ou on définit, et puis on a le nom de la fonction, par exemple la fonction affiche pour afficher. On met deux parenthèses, c'est la place où on va mettre nos paramètres. Ensuite, on revient à la ligne et on écrit notre code. Par exemple, on veut afficher hello world. On sauvegarde. On ouvre. Ensuite, non. Comme vous voyez ici, rien n'était passé. Pourquoi? Parce que ici, on a juste défini la fonction. On l'a pas utilisée. Alors pour l'utiliser, il faut juste l'appeler. En écrivant afficher, on peut l'appeler de n'importe part de notre code. Et voilà, notre Hello World s'est affiché. On passe maintenant à les fonctions avec plusieurs paramètres. On va essayer de, par exemple, mettre la table de multiplication. Table, on va l'appeler table, deux parenthèses, et on va le donner un paramètre, c'est le nombre. Le nombre avec lequel la table de multiplication va être faite. On revient à la ligne. On met print. Il va afficher d'abord le nombre fois. On doit faire une boucle while. I est inférieur à 10. On initialise I. I est égal à 0. Le nombre fois virgule I virgule est égal virgule, on va mettre la fonction str et mp fois I. On sauvegarde et on essaie si ça va marcher. Bon, j'ai oublié encore une fois de l'appeler. On va l'appeler table. Et on mettre dans le paramètre par exemple 5. Et on ajoute le temps incrémentation. Alors I plus est égal à 1. On sauvegarde. Et on lance. Vous voyez ici, la table de multiplication c'était bien affiché de 0 jusqu'à 9.
table de 6. Hop, ça bien marche. Maintenant, vous devez savoir que les fonctions n'ont pas un ordre précis de paramètres. C'est-à-dire, par exemple, ici, on va ajouter un autre paramètre, on va l'appeler le nombre 2. Ce nombre va être le nombre où on va désigner un nombre de valeurs qui vont être dans la table. Alors ici, si on ajoute le deuxième nombre, par exemple 8, on sauvegarde et ça a bien marché. Alors si on va changer la place des variables, la place des paramètres, ça ne va rien changer tant que on écrit le nom de variable. Par exemple, ici on va mettre le nombre 2 est égal à 8, virgule, le nombre est égal à 6. On va voir que rien ne va être changé. On va afficher la même chose. Il n'y a aucun moyen de finir cette vidéo mieux d'avoir réalisé son propre programme exécutable. Qu'on double-clique et qu'il s'exécute. Alors, dans le début du cours, vous avez vu comment créer, comment enregistrer son fichier à partir de son éditeur de texte. Ici, on a Sublime, on l'enregistre avec l'extension .py. On a un programme qui est normalement exécutable, mais qu'il se ferme brusquement. Alors, pour résoudre ce problème, on doit avoir à importer avec l'outil import le package OS. Et à la fin, on écrit os.system entre parenthèses guillemets pause. Et ceci va nous permettre que le programme s'exécute mais se ne ferme pas brusquement. Comme vous voyez ici. On a un programme exécutable et le pouvoir le quitter en cliquant sur Entrée. Je veux bien améliorer ce petit programme pour qu'il soit un petit peu interactif. Pour cela, on va demander, ça va être une demande de l'utilisateur. On va lui demander de mettre un nombre, on va l'afficher sa table de multiplication. Pour cela, on met input. Veuillez saisir un nombre et on va l'affecter à une variable. Par exemple, saisie. Bon, ensuite, on va faire un petit test pour savoir si notre utilisateur a bien saisi un nombre ou non. Alors pour cela, on met une autre variable, on l'appelle par exemple ball est égal à notre variable saisie point is digit. Alors cette fonction va nous permettre de savoir si il va nous retourner un true ou un false selon si l'utilisateur a saisi un nombre ou non. Et on va mettre if notre bool est true, il va nous faire le saisie, la table de la variable saisie avec 10 valeurs. Else, il va nous donner une erreur. Erreur, vous n'avez pas saisi un chiffre. CTRL S et on va tester. Ici on a une erreur au niveau de la ligne 14.
Le problème était la tabulation. J'ai pas fait de tabulation après if. Je vais saisir un nombre, par exemple 6, et voici notre table de multiplication de 6. Je vais ajouter un petit bonus, c'est de savoir l'utilisateur s'il veut rester ou non. Alors pour cela, d'abord, je dois modifier la place de la fonction. On va l'ajouter au début. Et puis, on va ajouter une petite question. De quitter une variable quitter. On va un input. Voulez-vous quitter? Et on va l'attribuer. Voulez-vous quitter? Oui ou non? Et on va le mettre à la fin de notre code. Au début, on va mettre un while. Et si quitter est différent de oui, on va rester. Sinon, on va sortir. On doit initialiser notre variable quitter. Alors quitter est égal à... Ce deux crochets veut dire que la variable contient rien. Sauvegarde et on relance notre programme. On a une erreur au niveau de la ligne 9. Ici, O doit être entre accolades. On sauvegarde et on relance le nombre. Par exemple 9. Tout a bien marché. On a notre table de multiplication et ensuite on a une demande de quitter. On va mettre par exemple oui. On va quitter. Si par exemple on va mettre non, on va refaire. C'est-à-dire à notre table de multiplication, non, et notre table de multiplication, oui. Et on va sortir. Espérons que vous avez bien aimé cette vidéo. On a fait le tour sur tous les fondamentaux le langage Python, depuis l'histoire jusqu'à les fonctions, en passant par les variables et les boucles et les conditions, ainsi que j'espère que vous avez créé votre tout petit programme, à l'espérance de vous voir dans notre prochaine vidéo. Merci.